Bonjour à nouveau et merci donc pour nous rejoindre pour cette deuxième table ronde donc qui fait suite à celle qui portait plus spécifiquement sur l'organisation du travail dans le cadre du télétravail, évidemment avec les enseignements du confinement, déconfinement, reconfinement, ainsi de suite, et aussi dans une perspective donc de moyen long terme que nous allons aborder plus précisément dans cette seconde table ronde. Je m'empresse tout de suite de présenter les intervenants. Marie Langlade, vous êtes directrice de responsabilité sociale donc, à la Société Générale. Donc, merci d'être avec nous. Monsieur le sénateur Jérôme Blacher, sénateur de l'Oise, sénateur, on va donner le parti politique, vous êtes les Républicains. Nous avions un député MoDem sur la première table ronde. Nous avons un sénateur républicain donc sur celle-ci. Vous êtes, alors vous connaissez bien le monde de la banque, vous êtes encore, d'ailleurs, vous avez travaillé à la Caisse des dépôts. Je travaille à la Caisse des dépôts et je suis commissaire surveillant aujourd'hui de la Caisse des dépôts. Voilà, la commission de surveillance. Et vous êtes aussi membre de la commission des finances du Sénat. Marie Bouni, on ne vous présente plus, ou on vous présente quand même pour ceux qui nous auraient rejoints sur cette deuxième table ronde. Vous étiez également avec nous sur la première. Donc vous êtes, partenaire au cabinet, ou plutôt directrice de la practice au cabinet LHH. Donc, à nouveau, merci d'être avec nous. Frédéric Guyonnet, président national du SNB, donc le syndicat national de la banque, et affilié donc CFE-CGC. Voilà. Merci Bonjour. Aussi de votre présence. Et Clément Roucher, directeur associé Greenworking, le cabinet. Vous êtes vraiment aussi sur l'organisation, sur toutes ces questions-là d'évolution du monde du travail. Vous allez pouvoir, en tant qu'expert aussi, bien sûr, apporter à cette table ronde votre regard, vos constats. Je rentre tout de suite dans le sujet. Alors, loin des yeux, proche du cœur, quel sens au travail? Au-delà du jeu de mots, loin des yeux, proche du cœur, etc., la question est importante. Aujourd'hui, le recours massif, on l'a dit tout à l'heure, le recours massif au télétravail, pas seulement dans la banque, sur l'ensemble donc, du secteur économique, interroge effectivement, pose un certain nombre de questions, notamment sous l'angle du sens au travail. Je me tourne tout de suite vers vous, Marie Langlade. Comment vous abordez, vous, cette période, on n'ose pas encore dire post-confinement, mais en tout cas cette période donc, qui est placée sous le signe du télétravail en grande partie? Alors nous, au sein de la Société Générale, le télétravail, c'est une affaire de quelques années, puisqu'on a commencé à mettre le télétravail en place en 2013. Donc avant confinement, parce qu'il y a vraiment trois périodes. Il y a la période avant crise, la période pendant crise et la projection qu'on a sur l'après-crise. On avait déjà largement amorcé au sein de Société Générale le télétravail, avec quasiment 60% de nos services centraux qui étaient passés en télétravail à 1 ou 2 jours, plutôt 1 que 2 jours. Et donc cette pratique finalement accentuée pendant la crise est dans la continuité de ce qu'on avait déjà expérimenté. Donc on était déjà assez préparé, je dirais, en termes de management à distance à cette activité qui aujourd'hui est très délocalisée chez nos collaborateurs. Pour moi, le maître mot du travail à distance et du télétravail, c'est la confiance et la responsabilisation, la responsabilité et la responsabilisation de nos collaborateurs. Et la confiance que nos managers font à leurs collaborateurs et à leurs équipes. Alors j'imagine que évidemment cette question de confiance, on va y revenir, mais ça ne sort pas comme cela un jour du chapeau, c'est tout un travail, tout un processus. Ce sera intéressant de pouvoir avoir un échange sur cette notion et le retour aussi d'expérience que vous avez. Voilà. Marie Bouni, donc la confiance justement dans les dossiers, les analyses que vous avez pu mener ou que vous menez actuellement peut-être d'ailleurs. Est-ce que c'est là aussi un mot-clé qui ressort Oui, la confiance en fait, ça ressort de nombreuses études.
l'un des freins au télétravail était l'absence de confiance. Ça a été un des freins au déploiement en France particulièrement. Et l'un des leviers pour déployer le télétravail est la confiance. Concrètement, quand on voit que post-confinement, première vague, 88% des collaborateurs voulaient continuer à télétravailler, 85% des DRH souhaitaient déployer plus massivement le télétravail, il y a eu une aspiration. Et concrètement, ce qu'on peut voir derrière, c'est qu'il y avait une nouvelle organisation du travail qui était prônée, plus agile, en lien avec la confiance et basée sur l'autonomie et la responsabilité. D'accord. D'ailleurs, peut-être pour rebondir sur autonomie et responsabilité, est-ce que c'est finalement une définition que l'on pourrait donner au sens du travail, Clément Rouchet ? Disons qu'à distance, il n'y a pas d'autre choix que de fonctionner comme ça. À distance, nos codes présentiels de vérification des horaires, de vérification qui est dans l'open space, de pouvoir contrôler le travail, déjà c'est une illusion en présentiel. À distance, cette illusion s'envole complètement. Donc on est obligé de manager par les finalités, on est obligé de faire confiance, on est obligé de fixer des objectifs et on est aussi obligé de rénover un peu nos manières de fonctionner. D'ailleurs, c'est un gros défi pour beaucoup de managers dans les années à venir. Ça l'a été dans certaines banques aussi qui ont déployé le télétravail ces dernières années, mais ça le sera aussi dans le futur pour beaucoup de collaborateurs. Travailler à distance, c'est une compétence qui n'est pas évidente et elle s'acquiert évidemment par des actions de développement des compétences. Ok, alors Frédéric Guyonnet, peut-on être proche du cœur quand on est loin ? C'est la plus facile. Je parle bien du monde du travail. Alors, je pense qu'il faut qu'on... Aujourd'hui, on ne sait pas manager à distance par rapport à ce que vient de dire... On y reviendra parce qu'on a entendu qu'il y a de l'expérience quand même. Ce n'est pas nouveau non plus. Oui, mais moi, je pense que le télétravail, si on n'a pas un encadrement du management qui se fait mieux, risque d'accentuer les défauts qu'on trouve en entreprise en présentiel, c'est-à-dire tout ce qui est reporting, tout ce qui est suivi, même la perte de confiance et d'autonomie vis-à-vis des collaborateurs. Donc, loin des yeux, proche du cœur, voilà, c'est... Il y a des choses à travailler. D'accord. Donc ça se travaille par la formation. Là aussi, il va développer. Il faut repenser tout notre concept de management. D'accord. Et la confiance, elle est réciproque. Tout à fait. Entre l'employeur, les salariés l'employeur, les cadres intermédiaires, enfin toute la hiérarchie. Monsieur le sénateur, d'abord, est-ce qu'un sénateur, ça peut télétravailler ? En partie. La semaine dernière, pour tout vous dire, j'ai télétravaillé toute la semaine. Et pendant le confinement, nous avons le grand confinement, le vrai confinement. Nous avons principalement télétravaillé. Mais je dis bien principalement, car du point de vue constitutionnel, nous ne pouvons pas voter les lois autrement que dans les hémicycles. Pour des raisons, notamment, et ça reprend un peu ce qui a été dit dans la table ronde précédente, pour qu'on puisse bien exercer notre liberté totale dans l'hémicycle au moment du vote et qu'on ne puisse pas subir de pression. Et donc c'est pour cela que nous devons être dans l'hémicycle, pour être libres, personne ne peut nous faire de pression, et en même temps, tous nos votes doivent être publics. Donc on n'est pas derrière un terminal caché ou quelqu'un d'autre, où mon fils m'aurait poussé pour prendre les manettes et appuyer sur le bouton. Non, c'est important parce que derrière, il y a des sujets un peu badards, mais lorsque nous avons voté la loi d'urgence sanitaire, un dimanche après-midi, je m'en souviens parfaitement, on était confinés depuis 3 jours. Je rappelle que ça a été fait avant la loi, le confinement. Et là, vous disiez aux gens, vous ne sortez plus de chez vous. On vous prive de liberté fondamentale. Ce n'est pas des votes qui se font comme ça. Non, on vous prive simplement de sortir de chez vous. Je le rappelle, c'est, je crois, j'en suis même sûr en vérité, l'article 2 de la Constitution française qui se termine pendant l'avant-dernière ligne, qui dit la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Il y a bien liberté, c'est à cet endroit-là. Donc, c'est juste totalement inconstitutionnel, faut quand même le dire. Donc c'est quand même bien qu'on l'assume en présentiel.
En chair et en os. Je n'utilise jamais présentiel, je dis en chair et en os. C'est une bonne vieille expression française qui permet de redonner du sens à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. C'est ça, c'est bien l'objet de la discussion, hein, le sens au travail. La confiance, on l'a dit. Comment vous aviez donc un peu d'avance, en fait. Il y a des banques en France qui étaient déjà, finalement, qui avaient déjà l'expérience du télétravail. Heureusement, d'ailleurs, les banques... Au-delà de ça. Les banques étaient plutôt... vous voyez, le présentiel, tout de suite, ça se disturbe, comme on dit. Blague à part. Oui, voilà, les banques en France avaient, pour beaucoup, déjà d'expérience, plus ou moins, etc. Qu'est-ce qui a changé, au fond avec le confinement et par rapport à ça? Par rapport à la situation, je reviendrai juste un tout petit peu sur l'aspect accompagnement managérial, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qu'il va falloir, pour le coup, accompagner, former. Nos managers ne sont pas effectivement tous très préparés finalement à manager à distance, à évaluer à distance, à piloter ses activités à distance, parce qu'on a nos vieux réflexes de présentiel et je manage mieux, en tout cas pour un certain nombre de managers, si je vois mon collaborateur. Donc il faut accompagner tout ça, et ça, je pense que c'est effectivement très important. Du coup, j'en ai oublié votre question. Eh bien, vous aviez l'expérience déjà du télétravail. La question du sens au travail pour les salariés qui étaient peu ou prou en télétravail. Et puis, il y a tout à coup le recours massif suite au vote de monsieur à votre droite, le recours massif donc, à ce confinement total. Ça a changé quoi, en fait, dans l'approche que vous aviez? Est-ce que ça a changé quelque chose d'abord? Alors, je pense qu'il y a une très grosse différence entre le télétravail ponctuel, qui était celui qu'on pratiquait 1 ou 2 jours par semaine, et le télétravail continu. On n'est pas du tout sur le même type d'organisation du travail, et quand bien même nos collaborateurs étaient, pour certains, parce qu'encore une fois, on avait un télétravail massif dans nos services centraux, mais pas dans notre banque de détail. Et donc, il a fallu accompagner une partie de nos collaborateurs de la banque de détail qui ont basculé pour partie, pas totalement, mais dans du travail à distance qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Donc, il y a eu quand même une grosse différence entre les gens qui étaient déjà dans la pratique et d'autres qui n'avaient jamais pratiqué. Et puis, encore une fois, c'est très différent de télétravailler 5 jours par semaine en continu et télétravailler 1 ou 2 journées par semaine, et je continue à voir mes collègues de travail, je continue à voir mon manager. Donc ça a nécessité un accompagnement qu'on a fait de ce passage du télétravail ponctuel vers du tout télétravail. Et ça s'est fait naturellement, il a vraiment fallu repenser les choses en profondeur? Alors, il n'a pas fallu repenser les choses en profondeur, mais accompagner les choses, oui. Accompagner par des guides de bonne pratique du télétravail à distance et en continu. Moi, je fais vraiment une différence entre le télétravail qui est ponctuel et le travail à distance qui est du continu. Et donc, encore une fois, on n'est pas sur le même type d'organisation. On a besoin d'accompagner et nos managers et nos collaborateurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant cette période de tout confinement, de diffuser un certain nombre de bonnes pratiques, de guides qui permettaient aux managers de mieux appréhender ces situations un peu inédites, totalement inédites, et en particulier pour ceux qui n'avaient jamais fonctionné à distance. Le sens au travail, dans des pratiques en fait inédites comme celle-là, vous avez pu aussi avoir des constats. Vous avez eu des constats avec les organisations que vous suivez, sur lesquelles vous avez pu travailler. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, d'abord, je rebondis sur ce que vient de dire Marie. Effectivement, c'est très juste. Il n'y a pour l'instant pas d'effet rutabaga, entre guillemets, du télétravail. Vous savez, le nom de ce légume là dont on avait tellement mangé pendant la guerre qu'on n'en pouvait plus. Les collaborateurs semblent toujours en vouloir, mais ne semblent pas forcément en vouloir à la dose à laquelle ils sont pour l'instant soumis, c'est-à-dire à la dose du télétravail total. Néanmoins, vous parlez de constats d'autres organisations, des entreprises sans mur, des entreprises virtuelles, ça existe sur la planète. Et dire que ces entreprises-là ne trouveraient pas de sens dans leur travail serait faux. C'est juste qu'elles ont des référentiels de compétences, des modes de fonctionnement qui sont radicalement différents des codes de l'entreprise présentielle.
Mais il n'y a pas, c'est là où je veux quelque part replacer le débat, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Il y a un modèle avec en face des pratiques culturelles et des pratiques de travail qui sont adaptées à ce modèle-là. Et il ne faut pas non plus céder quelque part aux effets de mode. On entend des annonces fracassantes dans la presse de certaines entreprises qui veulent complètement renverser le paradigme. Pourquoi pas? Mais ont-elles mesuré le coût en termes de compétences, en termes de marche culturelle à franchir pour aller vers ce type de modèle organisationnel? Il y a un vrai sujet, et la question du sens au travail, de qu'est-ce qui nous réunit, comment on s'organise, comment on motive, comment on fédère autour d'un projet collectif, ce sont des compétences qui s'acquièrent à distance, mais elles ne sont pas innées, comme le disait effectivement Marie, et aller sur des modèles de télétravail majoritaires ou total, hors contexte sanitaire, j'entends, oui, bien sûr, on parle bien en de modèle ça. pérennisé, hors contexte sanitaire, ça nécessite une vraie réflexion en profondeur sur l'organisation, les modes de collaboration, les modes de réunion, les modes de décision. Et c'est un peu le message qu'il faut passer aux entreprises qui se posent la question. Et donc pour tout ça, il faut du temps. Oui, il faut du temps, mais aussi il faut bien se poser la question de pourquoi on le fait en fait. Oui. Si certaines entreprises veulent changer leur modèle organisationnel, pour quelles raisons? Est-ce qu'on souhaite offrir des conditions de travail plus souples à nos collaborateurs parce qu'on est sur des métiers à plus faible valeur ajoutée, où on a du mal à les garder dans l'emploi? Ça peut être une raison, et certains de nos clients raisonnent pour ceci. D'autres opérateurs, et peut-être moins quelque part flatteurs de leur part, mais en même temps c'est réel, sont sous pression en raison des coûts immobiliers, d'actionnaires étrangers ou français qui disent en fait là, on ne peut plus, parce qu'on ne peut plus vous payer votre adresse dans le 8e arrondissement, donc il va falloir réfléchir à s'organiser différemment. Donc il faut réfléchir à la raison qui nous pousse à changer ce modèle organisationnel. Dans le modèle de la banque, est-ce que le futur du modèle relationnel du conseiller clientèle n'est pas un modèle qui est plus distanciel? Auquel cas, est-ce que ça n'aurait pas plus de sens d'aller vers ce type d'organisation? Je n'apporte pas de réponse, je pose juste la question. Ça, c'est un élément de sens pour donner du corps à cette transformation et pas juste dire on suit les effets de mode et on y va sans se poser les réelles questions de fond qui doivent être posées pour aller vers ce type d'évolution. Frédéric Guyonnet, alors distanciel ou pas pour certains métiers qui viennent d'être cités par exemple? Alors le milieu bancaire, il y a plusieurs formes. On a les banques en ligne qui existent déjà pour les clients qui sont plus digitales et plus dans le numérique. Aujourd'hui, la force du réseau bancaire français, c'est d'être en proximité et notamment des territoires. Si on fait du 100% télétravail dans les réseaux, pourquoi garder les agences bancaires de proximité? Et on a un vrai risque, et là je dis attention, si on va trop dans le télétravail, dans nos réseaux bancaires, on va tuer notre modèle français. Donc moi, je dis gardons des banques en ligne. Donc les grands groupes, Société Générale, BNP, BPCE, ont leur propre banque en ligne et on arrive à garder un maillage du territoire avec nos agences qui permet aux clients d'avoir une certaine proximité avec les agences. Donc le sens au travail pour le secteur bancaire demain, puisque là on parle vraiment de l'avenir, moyen, long terme, ce serait donc de préserver cette articulation. Là je me tourne vers Marie Bonny, préserver cette articulation entre proximité qui impose donc du présentiel et aussi évidemment distanciel pour certaines fonctions. Oui. Concrètement, nous, ce qu'on observe et ce qu'on voit quand on accompagne des clients sur le sujet, c'est le télétravail fait partie des nouveaux modes, de l'organisation du travail, nouveau pour certains, mais plus ancien pour d'autres, et ça doit s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise. Donc, à quel moment, on a besoin que les collaborateurs soient en présentiel, soit en distanciel? Qu'est-ce que ça peut apporter? On parlait de performance économique, les locaux, mais également pour certaines entreprises qui sont éclatées dans le monde entier, ça peut être pratique d'avoir des collaborateurs en télétravail. Donc, quelle volonté de digitalisation de l'activité? Est-ce que le télétravail peut être un accélérateur de cette digitalisation de l'activité? Donc, comment ça s'inscrit dans la stratégie au niveau business et au niveau économique? Comment ça s'inscrit dans la stratégie organisationnelle? Est-ce que mes équipes fonctionnent aussi bien quand elles sont en télétravail ou en présentiel? Est-ce que ça s'inscrit dans la performance sociale? Est-ce que mes collaborateurs sont plus engagés?
sont moins absents quand ils sont en télétravail. Donc concrètement, c'est difficile de faire une réponse puisque en fonction de la stratégie de l'entreprise, de ses besoins, de ses enjeux financiers, de ses besoins organisationnels et des attentes de son corps social, la réponse sera différente. Mais alors là, pour le coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je me tourne vers monsieur le sénateur. Est-ce qu'il y a possibilité comme cela de maintenir un affectio societatis, puisque nous en parlions en préparant cette table ronde, alors qu'on pourrait avoir peut-être pas un seul sens au travail dans une entreprise, mais peut-être plusieurs en fonction des situations, en fonction des métiers, en fonction peut-être aussi de l'implantation géographique, etc. Comment on préserve cette affectio Aujourd'hui, societatis? l'affectio societatis, il est déjà varié. Vous n'avez pas, dans la banque de financement ou dans la banque de détail, forcément, dans une très grande banque qui pratique l'ensemble de ses activités, l'impression de faire la même chose. Quand vous êtes dans une banque de détail, dans votre agence, on vous dit toujours, c'est le siège, c'est ma direction régionale, c'est ma caisse locale qui va décider, qui pose des problèmes, c'est pas nous, c'est pas l'informatique. On voit bien qu'il y a déjà des dualités qui peuvent parfois s'exprimer au sein d'une même entreprise. Et c'est vrai dans le secteur bancaire, comme c'est vrai dans d'autres secteurs. Il y a effectivement un sujet d'affectio societatis, et j'y tiens énormément. Je veux prendre un exemple. Les entreprises, les équipes d'e-gaming. Eux, s'ils ne font pas du virtuel et si ce n'est pas leur cœur de fonctionnement, eh bien, quand elles vont préparer une compétition, elles se réunissent physiquement. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas qu'une seule méthode, le tout présentiel ou le tout virtuel. Et c'est par nature des choses j'ai envie de dire, métier par métier, à inventer. Et c'est ça peut-être qui est nouveau. Avant, on allait à l'usine, on va au bureau, on va à l'agence, et puis voilà, on ne se pose pas la question. Aujourd'hui, il y a eu le télétravail subi, il faut le dire les choses telles que, et donc dorénavant, on doit passer au télétravail choisi. Et ça avait déjà été expérimenté effectivement dans plusieurs secteurs. Moi, je l'ai expérimenté avec mes collaborateurs quand j'étais à la Caisse des dépôts, et on avait réussi à trouver des méthodes. Mais ça repose une question qui est très désagréable, et notamment, je parle au syndicat national bancaire, qui est très désagréable. En vérité, n'est-on pas en train de réinventer le tâcheron? Le tâcheron, je rappelle, c'est celui qui est payé à la tâche. Il n'est pas payé à l'horaire. Je suis présent à 8 heures ou à 18 heures. Non, mais le tâcheron, c'est être payé à la tâche. Non, mais j'utilise le mot ancien exprès, et puis c'est pour provoquer un peu le débat, mais c'est de cela dont il s'agit. Si vous devez exercer vos tâches, si vous êtes très rapide, vous avez fait 8 heures, 10 heures, c'est fini. Si vous êtes très lent, qu'est-ce que vous faites après? Ou est-ce que ça, au contraire, ça ne déborde pas sur votre vie familiale et à 20h, 21h parce que vous n'y arrivez pas et vous n'avez pas forcément le soutien, le support et la disponibilité? Car je crois que c'est peut-être le mot qui manque jusqu'à présent. La confiance, c'est évident. Et ça, je crois qu'on y est passé. Mais le sujet de la disponibilité du manager, des équipes ressources, des équipes... chez moi, mon ordinateur, il ne marche pas. Et puis, Orange, ils ont coupé les fils cuivre. Et bien donc, ma liaison Internet, elle est toute pourrie. Oui, non, mais c'est la réalité de la France. C'est de cela dont il s'agit. Et ça crée une inégalité, du coup, entre les salariés. Entre celui qui a sa bonne liaison et qui peut faire de la vidéo en permanence et celui qui est toujours obligé de couper parce qu'il a une bande passante minable. Cela crée une rupture d'égalité entre les salariés. Et dans l'affectio societatis, il y a aussi cette rupture d'égalité qui peut être un problème. Ce sont donc des beaux sujets qu'il faut prendre et reprendre. Et ce n'est pas la même chose de partir de zéro et d'avoir un projet disruptif, qui était à la mode il y a 5 ans, beaucoup moins aujourd'hui, et d'un projet inclusif et de transformation, qui lui est nécessaire. C'est des beaux sujets, il faut y répondre, parce que si je suis en train de dire aux cadres de la banque qui sont devenus des tâcherons, je pense qu'au moins, ça suscitera le débat. Alors justement... c'est fordien, en vérité. C'est la nouvelle usine. Mais justement, alors je ne sais pas si on reprendra le terme de tâcheron. Mais c'était pour reprendre le mot historique. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, comment SG fait justement pour accompagner, puisqu'il s'agit de ça en réalité, si vous me dites si je me trompe, enfin, est-ce que votre propos c'est ça, c'est l'accompagnement du salarié qui se retrouve chez lui. On rappelle d'ailleurs au passage que s'il est en télétravail, c'est aussi parce qu'il est volontaire pour ça. Hein. L'employeur est volontaire, le salarié est volontaire, etc. Il faut qu'il soit volontaire. Alors, on va y venir. OK.
Ok, d'accord. Beau sujet de coup, hein. Non, mais je veux rester sur ce point-là de l'accompagnement, en fait. Il y a une recette miracle ou Alors moi, je pense que l'accompagnement est la clé du succès. Et je pense que si on a réussi ce pari au sein de Société Générale, finalement de basculer plus de 60% de nos collaborateurs des services centraux en télétravail, de gagner la confiance des managers qui, évidemment, pour certains, avaient un certain nombre de freins par rapport au passage au télétravail, c'est parce qu'on a accompagné de manière très importante nos managers et nos collaborateurs au travers de formations, au travers de kick-off, de réunions, enfin d'un accompagnement qui était vraiment très important pour pouvoir construire aussi cette confiance dans le dispositif. Donc encore une fois, pour moi, c'est vraiment la clé du succès de la mise en place d'une organisation de ce type-là, c'est l'accompagnement. Et j'imagine aussi que c'est dans une durée de temps qui aura été est constante, c'est-à-dire que c'est un travail non de pas longue haleine, décisif, mais en tout cas qu'il faut. Et là, il y a peut-être des process aussi que vous mettez en œuvre pour vous assurer de la bonne compréhension, que le sens je travaille dans l'entreprise, je perds papier, je tiens toujours la rampe parce qu'on me montre bien et je ne suis pas tout seul. Hein, c'est bien ça. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que nous, dans le temps, et je pense qu'on continuera à le faire, parce qu'on entame en fait une deuxième étape dans le déploiement du travail quand on sera sorti de cette crise sanitaire, c'est d'aller un peu plus loin que ce que l'on avait mis en place jusqu'à présent, tout en préservant le lien social, parce que je pense que le lien social est très important à préserver. Donc on ne vise pas du tout le tout télétravail. Ça, sortie de la crise sanitaire, ce n'est pas notre objectif. En revanche, de l'étendre, ce sera sans doute le cas, parce que ça répond à des attentes notamment de nos collaborateurs, parce que cette période de crise sanitaire et du tout télétravail, du tout travail à distance a généré des attentes et qu'il faut les accompagner, il faut les écouter. Mais du coup, ce qui est important, et c'est ce qu'on a fait, qu'on continuera à faire, c'est de piloter au travers d'enquêtes régulières ce qui se passe en termes d'organisation, de performance des collaborateurs, d'évolution du lien social. Donc, c'est monitorer dans le temps, en fait, comment évolue l'organisation au fil du déploiement du télétravail. Et ça, c'est vraiment très important de continuer à piloter ça dans le temps. Donc, on rejoint un peu ce que vous disiez, Frédéric Guyonnet, tout à l'heure, c'est-à-dire du télétravail. Alors, je l'entends de plus en plus, mais pas en totalité. C'est bien ça. Hein. Tout à l'heure, vous avez réagi en disant, attention... Alors, il y a eu une étude qui a été faite par le Centre d'études européen pour l'emploi qui a démontré qu'au-delà de 2 jours de télétravail par semaine, la majorité des salariés quittaient l'entreprise au bout de 2 ans. Pourquoi 2 jours ? Parce que 2 jours, c'est la bascule qui dit qu'on est plus souvent à la maison que sur le lieu de travail. Et donc, il y a une désocialisation qui se fait, il y a un isolement qui se fait, et à un moment donné, le salarié ne se reconnaît plus dans l'entreprise et quitte l'entreprise. Donc, il faut faire attention à ça pour qu'on puisse garder ce lien avec l'entreprise. Donc, il y a des choses à construire autour de ça. Alors, c'est intéressant parce que, alors, Clément ou Marie, il y a quand même un discours ambiant qui n'est pas exactement celui-là. Le discours ambiant est plutôt, alors dites-moi si je me trompe, c'est plutôt de dire, ah oui, le télétravail, c'est plutôt une bonne idée, on peut y aller, et 2 jours, généralement, on entend plus. Oui. Est-ce que c'est le même constat? Vous faites ce constat ou pas, Marie ou Clément? Il y a le discours ambiant, il y a les exemples qu'on prend qui sont un petit peu caractéristiques ou qui marquent les esprits. Et puis après, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que les pratiques des entreprises sont extrêmement disparates. On a des entreprises avec une très faible maturité en télétravail, d'autres très fortes. Depuis le 17 mars 2020, donc, il y avait plus de 1200 accords qui ont été signés et qui traitaient du thème du télétravail. Sur ces 1200 accords, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas ce basculement. On n'est pas en train de voir cette révolution. Concrètement, ce qu'on voit, c'est des entreprises qui s'adaptent, je ne dirais pas tranquillement parce qu'elles ont été quelque peu bouleversées, mais qui s'adaptent et qui avancent progressivement vers un déploiement un peu plus fort du télétravail, que ce soit plus de population éligible ou un nombre de jours plus important. Mais on n'est pas dans ce basculement pour la société française aujourd'hui.
Même constat? Je rejoins et effectivement, la très grande majorité de nos clients sont effectivement sur un modèle d'hybridation du travail. Donc, soit à se dire qu'on va jusqu'à 2 jours par semaine de télétravail. Certains vont un poil plus loin en allant jusqu'au 50-50, mais les exemples dont je vous parlais qui vont jusqu'à du télétravail majoritaire, voire très majoritaire, c'est plutôt l'exception. Mais quand même, on le signale, parce que c'est un signal faible qui n'existait pas, ou très peu, de manière très marginale, avant crise. On a beaucoup d'innovations ou de clients qui nous appellent, et d'ailleurs qui en profitent pour englober d'autres questions que la simple question du télétravail. Ils y mettent la question du lieu de travail, ils y mettent la question des horaires de travail, et ça décrit des organisations radicalement différentes, dans lesquelles, encore une fois, les codes présentiels ne tombent tout simplement. Mais oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Marie, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises étaient quand même des néophytes sur le télétravail. Elles l'ont découvert à partir du mois de mars. Société Générale n'était pas dans ce cas-là, donc avait déjà une longueur d'avance, comme tu l'avais dit. Beaucoup de banques n'étaient pas dans ce cas-là. Beaucoup de banques n'étaient pas dans ce cas-là, c'est exact. On l'a dit. Mais beaucoup de nos clients sont là où SG et d'autres banques étaient il y a 5 ou 6 ans. C'est-à-dire en train de se poser les questions de qu'est-ce que c'est, comment on le met en place, comment on le sécurise, comment on accompagne nos collaborateurs, comment on accompagne nos managers sur un petit bout de l'effectif et sur un jour ou une poignée de jours par mois. Donc là encore, là où beaucoup de banques étaient il y a quelques années. Donc il y a effectivement une disparité des situations qui est vraiment très très forte aujourd'hui dans les entreprises. Une disparité qui est plutôt une richesse ou qui interpelle sur d'autres aspects? Encore une fois, vous savez, je vais citer un sociologue, Émile Durkheim, pour dire qu'il faut traiter les phénomènes sociaux comme des choses. Donc mon propos n'est pas de dire c'est bien, c'est mal. Ça, c'est le rôle du politique, c'est le rôle de la religion. C'est pas mon propos de dire c'est bien, c'est mal. C'est vraiment pas mon propos. Observer les phénomènes sociaux comme des choses, c'est regarder ce qui s'y passe, quels en sont les enjeux, quelles en sont les opportunités, quels en sont les risques pour les collaborateurs, pour le lien social, de risque de fidélité à l'entreprise aussi, c'est un risque qui est évidemment avéré. Mais se dire que tout est à jeter dans ces entreprises qui font cette bascule, c'est aller un peu trop vite en besogne aussi. C'est oublier que certaines entreprises vivent très bien comme ça, en mode majoritairement distanciel ou en mode 50-50 distance-présence. Et ce que ça interroge, c'est comment elles arrivent à faire du sens. Comment elles arrivent à tisser du lien social. Comment elles arrivent à garder des équipes fédérées et engagées. Donc je ne dis pas que c'est un modèle vers lequel il faut aller. Je dis simplement que c'est un modèle qui peut exister et qui existera probablement de plus en plus dans le futur. Et ce que pose le sujet de cette table ronde, c'est comment ils font eux pour arriver à créer du sens au travail, là où nous, entreprises présentielles, et je me mets dedans aussi, parce que Green Working, on aime bien se voir aussi entre nous, pas de souci, voilà. Comment ils font eux et que nous, on a plus de mal à faire pour créer ce sens au travail. Finalement, c'est un peu ça, le sujet de cette table ronde. On aimerait bien avoir la martingale en même temps. Voilà, donc si quelqu'un a trouvé la solution, il faut vite le dire. Juste sur ce paradoxe, alors là, c'est une question que je pose un peu à tout le monde, puis on reviendra sur Durkheim tout à l'heure, mais non pas sur la partie le suicide de Durkheim. Non, pas sur celle-là. Non, sur ce paradoxe, enfin, cet apparent paradoxe peut-être, qui veut qu'au fond, on trouve une grande partie du sens au travail dans ce qui n'est pas strictement, essentiellement et purement, qui ne relève pas purement de la gestion quotidienne des dossiers, mais des interactions interpersonnelles, etc. Alors là-dessus, on en a souvent parlé. Alors peut-être si vous voulez rebondir, Frédéric, sur ce sujet. Oui, alors autant on pense que le télétravail ne diminue pas l'intelligence individuelle de la personne, autant pour l'intelligence collective, c'est un massacre le télétravail. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille en open space, lorsqu'on travaille avec d'autres collègues en bureau, on constate qu'on va, par observation, voir ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mal, et on va se construire, on va monter en compétence par rapport aux observations qu'on fait de ses collègues autour de soi. Ce qu'on ne peut pas faire en télétravail. Et ça, c'est très important par rapport à ce que vous dites sur... Oui, alors sur ces aspects de cognition sociale, donc tout ce qui fait le lien, en fait, et qui est un peu informel. On peut dire ça, la machine à café, enfin, oui, tout à la machine à café, vous avez une réunion, vous n'avez pas tout compris à la machine à café, on va se dire, tiens, il a dit ça, est-ce que tu as compris ça, etc. Et on va améliorer un peu la compréhension des choses et on va avancer. Une fois que vous avez fait votre réunion en Teams, en visio, etc., quand vous coupez
la réunion, vous n'avez plus personne avec qui discuter de la réunion. Donc ça fait partie d'effectivement... Alors Marie Langlade, comment on fait sans machine à café? Comment ça se passe? Non, mais c'est une réalité. C'est vrai que l'informel n'existe pas à distance, ou en tout cas plus difficilement. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle Société Générale n'est pas du tout prêt à aller sur ce tout télétravail. Après, peut-être que des entreprises y parviennent. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas, parce que je crois fondamentalement que nous sommes des animaux sociaux et qu'on a besoin des interactions les uns avec les autres. Donc le tout télétravail, le tout à distance, derrière son écran, voilà, c'est un point de vue personnel. Peut-être, encore une fois, que certaines entreprises réussissent ce pari-là. Ce n'est pas le pari, en tout cas, qu'au sein de Société Générale, nous voulons nous fixer. Un homme politique, alors ça regarde aussi ces phénomènes-là comme une chose? Oui, non, mais c'est un vrai sujet, parce que derrière, c'est quand même les conditions de travail et comment la société s'organise. Si je suis déjà par nature quelqu'un d'un peu taciturne, pas totalement mon cas, mais bon, si je suis un peu taciturne, que je suis poussé au télétravail, et qu'au-dessus de chez moi, dans mon appartement, j'ai des enfants qui jouent à la balle en permanence, et que mes conditions aussi psychosociales, c'est pas les mêmes, et mes conditions de réussite professionnelle ne sont pas les mêmes que celui qui est par nature, voilà, qui sort qu'à 500 mètres carrés de jardin, qui peut sortir et qui a une femme, des enfants, ou un mari, des enfants, ou pas d'enfants, ou sa belle-mère, enfin, peu importe. Mais enfin, vous voyez bien qu'on n'est pas totalement dans les mêmes conditions de réussite aussi. Et alors, c'est là où il y a effectivement toujours quelque chose à inventer. Et c'est vrai que dans le secteur bancaire, vous êtes, par exemple, en agence, je vous rappelle juste un petit sujet que je ne méconnais pas totalement, qui s'appelle la lutte anti-blanchiment, qui, je crois, en compliance, vous oblige à rencontrer au moins une fois par an votre client. Bon, ça vous ne faites pas en distanciel, car c'est interdit par la réglementation européenne, d'une part, et aussi par les bonnes pratiques, d'autre part. Donc, on a bien des sujets, quand même, qui nécessitent de voir les uns les autres et dans le secteur bancaire. La vie ne se résume pas au secteur bancaire, et donc il y a d'autres exemples, effectivement, je pense, y compris dans les banques en ligne, où on peut inventer des choses variées, pour les entreprises qui font effectivement, qui interviennent sur les marchés. On peut inventer d'autres systèmes. Mais aujourd'hui, il y a quand même une sorte de pesanteur de l'histoire. Et si l'histoire elle est comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Et s'il y a une transformation, c'est qu'il y a aussi des raisons. Et dans l'histoire, le grand confinement fait partie, je pense, d'un moment où on va réfléchir plus à ce dont on parle ce soir. Et s'il y a bien cette table ronde, c'est parce que ça sert à ça. On l'illustre ce soir, en tout cas. Je ne sais pas si on va trouver une solution là immédiatement. Si on trouve, il faut monter un cabinet tout de suite. Voilà, exactement. Absolument. Il y a des questions qui se posent aussi sur l'attractivité des entreprises. Ça aussi, ça touche au sens au travail. Les attentes des jeunes, peut-être, de ceux qui veulent entrer, qui sont en passe d'entrer dans le monde du travail. Comment on les intègre dans ce type de situation-là? Je me tourne peut-être vers vous, et puis tout le monde peut bien sûr participer. Est-ce que ça fait évoluer les pratiques? Je pense aujourd'hui, c'est un des critères de sélection d'une entreprise que d'offrir à ses collaborateurs un dispositif de télétravail. Une entreprise qui n'a pas de télétravail à offrir, c'est compliqué. Donc, ça fait partie des critères de sélection, des questions qu'on pose à son employeur, de savoir s'il y a une organisation en télétravail. Donc, il y a un vrai sujet d'attractivité vis-à-vis de cette organisation-là. On se doit aujourd'hui, y compris dans nos réseaux bancaires, où la compétition est importante, de pouvoir offrir ce type d'organisation avec un niveau plus ou moins important. Évidemment, je ne vais pas avoir du tout télétravail ou même du 2-3 jours de télétravail en agence, mais on peut réfléchir à offrir quand même une forme d'organisation à distance, et c'est important. Après, effectivement, se pose le sujet de l'intégration des équipes à distance. Et de leur suivi. Oui, bien sûr, de la formation, de la montée en compétences. Et ça fait partie aussi de ce que j'évoquais tout à l'heure, de l'accompagnement du manager pour aussi faire monter à distance en compétences son collaborateur
et l'intégration dans l'équipe, comment intégrer dans l'équipe. Donc il y a tout cet accompagnement, aussi bien du manager que du collaborateur, encore une fois, qu'il faut mettre en place pour que l'organisation, ce type d'organisation soit un succès. Et vous notez une évolution de l'attente, par exemple, des jeunes ou moins jeunes, enfin ceux qui rentrent dans le secteur, une attente, et ils font de ce critère de nombre de jours, ils en font un élément de concurrence, par exemple ? Bien sûr, ça fait partie des questions qu'on a à l'embauche, de savoir si et quel est le type d'organisation de télétravail qui est proposé. Ça fait partie des critères de choix. Et c'est déterminant pour eux ? C'est déterminant, bien sûr. Juste un point d'histoire, excusez-moi d'être vieux, en 2000, lorsque les 35 heures ont été mises en place, ça a été un élément massif pour choisir son entreprise en 2020, c'est le télétravail. Vous voulez dire qu'il y a un bis repetita ou Non, c'est l'évolution du travail et donc il y a différents critères et c'est tout à fait normal, les modes de vie changent. Voilà, il n'y a pas que l'aspect rémunération, carrière, il y a les aspects d'à côté qui sont devenus... Là, pour le coup, majeur au moment des 35 heures, on a eu ce basculement sur je passe l'essentiel de ma semaine au travail à je partage mon temps de semaine entre travail et loisirs. Il y a eu cet arbitrage. Dorénavant, c'est nouvel arbitrage entre chez moi et un autre lieu physique. Ok. Le télétravail permet même de prolonger cette logique-là, puisqu'il permet de mieux équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle en supprimant sur quelques jours dans la semaine, sur un ou deux jours dans la semaine, en supprimant le temps de transport. Ça permet vraiment de redonner sa place aussi à la vie personnelle. On ajoute à cela aussi quand même, et toutes les études en France vont dans le même sens, qu'il y a une certaine... D'une part, un allongement des temps de transport entre le lieu de travail et le domicile. D'autre part, une certaine forme de déconnexion entre les lieux de vie désirables et les lieux de vie réels. Les gens n'habitent pas là où ils souhaiteraient habiter. Et donc, télétravailler même quelques jours par semaine ou quelques jours par mois permet de mieux rapprocher potentiellement. Pareil, ça dépend des cadres d'entreprise. Certaines le permettent, le télétravail depuis un autre lieu que celui qui est habituellement déclaré par l'employeur. Certaines même encouragent ou acceptent les déménagements. Alors après, ça pose des questions là plus environnementales sur les effets rebonds du télétravail. Mais oui, il y a un vrai aussi enjeu de répondre à cette aspiration sociale que le travail n'occupe pas toute la vie du collaborateur ou du salarié. En même temps, le télétravail représente aussi l'immixtion du travail à domicile. Et donc, on a l'habitude de dire, nous, chez Greenworking, que le télétravail, c'est un peu le règne des autos. Il faut arriver à s'autodiscipliner. Alors, il n'y a pas que l'autodiscipline, il y a aussi la discipline collective au sein de l'entreprise pour arriver à gérer la charge de travail, la sursollicitation liée aux outils technologiques ou autres. Mais voilà, cette autodiscipline, cette autonomie, cette autogestion de ses émotions. Si j'ai un coup de mou, comme vous disiez, je n'ai pas mes collègues à côté pour me remonter le moral ou pour juste échanger sur la réunion qui s'est mal passée. Donc, autogestion de ses émotions. Et puis, évidemment, après, autogestion de sa porosité vie pro, vie perso. Donc, ce n'est pas du tout évident de travailler à domicile, de travailler en télétravail. D'où la question de l'accompagnement aussi. Et si je comprends bien à ce niveau de l'échange, aussi sur un certain équilibre finalement entre une certaine dose de télétravail et puis un maintien du travail sur site et dans le collectif physiquement, si on peut dire. Alors, je me tourne vers Mélissa parce que là encore, comme pour la première table ronde, ma petite tablette. Merci Mélissa. M'indique qu'il y a plusieurs questions. Alors, moi j'en vois deux. On vous écoute. Alors, tout d'abord, le développement du télétravail à grande échelle ne risque-t-il pas d'engendrer une délocalisation à l'étranger des nouveaux métiers ? Ah, bon. Alors, en voilà une. Et l'autre question, c'est... La seconde, comment se positionnent les organisations syndicales vis-à-vis du télétravail et de la QVT ? Bon, on les prend dans quel ordre ? Moi, j'ai envie de prendre la deuxième tout de suite, et je me tourne donc évidemment au hasard vers Monsieur Guyonnet. On vous écoute. Donc la question, c'est quelle est la position des organisations syndicales par rapport au télétravail ? Et à la QVT. Je pense que la QVT va de pair avec les accords de télétravail, puisque c'est la qualité de vie au travail, donc on est obligé de marier les deux et de négocier les deux de pair. Les organisations syndicales, je ne peux pas parler au nom de toutes les organisations syndicales, mais le syndicat national de la banque, le SNB, CFE-CGC, n'est pas contre le télétravail, on est bien sûr pour, mais avec une mixité entre le travail
à distance et le travail en présentiel. Pour nous, c'est important. C'est ça. OK. Et alors, merci Frédéric Lyonnais. Et donc l'autre question, c'était sur la délocalisation. Effectivement. Du télétravail à grande échelle ne risque-t-il pas d'engendrer une délocalisation à l'étranger de nouveaux métiers? Alors, qui veut répondre à cette question? Frédéric Lyonnais encore. Je peux répondre. Alors ça, effectivement, alors on a fait un sondage il n'y a pas si longtemps que ça concernant auprès de nos adhérents pour savoir s'ils étaient pour ou contre le télétravail en agence, dans les réseaux. Et ça faisait partie effectivement des réponses des personnes qui ont motivé une réponse contre en disant mais si demain on est capable de faire ces activités à la maison, pourquoi après-demain on ne pourrait pas les faire en Inde, à Porto, etc. Et ça, c'est une vraie crainte des salariés qui sont contre le télétravail d'ailleurs. D'accord. Et c'était une majorité des répondants? Non, ce n'était pas une majorité, mais c'était quelques répondants. Oui, vous confirmez, donc vous avez vous aussi ce type de remontée Des études sont sorties il y a un mois et demi sur la question. Effectivement, il y a cette crainte. C'est un peu la face cachée du télétravail, la multiplication du télétravail. C'est que concrètement, à un moment, si tous les collaborateurs sont à distance, qu'est-ce qui fait qu'ils doivent rester en France? C'est évident. D'accord. Alors, je croyais qu'on relocalisait en ce moment, monsieur le sénateur. Il ne faut pas confondre les déclarations et les actes. Oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. Non, mais ça, c'est important. Non, mais je suis peut-être moins inquiet sur le secteur bancaire. On va dire, si pour un certain nombre d'activités qui pouvaient être délocalisées, il faut se rassurer, ça a déjà été fait. Vous savez, le grand passage à Londres d'un certain nombre d'activités bancaires du secteur de la banque, c'est quand même pas totalement un hasard et pas uniquement parce que à Paris, il y a souvent des grèves. Non, c'est pas ça le sujet. C'est qu'il y a des activités qui peuvent se faire naturellement plus loin, à l'étranger, pour des raisons diverses et variées. Et donc celles qui sont ici, il n'y a pas de raison qu'elles changent particulièrement avec le télétravail. Car si c'est 100% distanciel, c'est là encore. Est-ce qu'on est en 100% distanciel? Ici, en distanciel, effectivement, on peut être n'importe où. À ce moment-là, moi-même, je peux travailler depuis le Portugal, s'il fait plus chaud, etc., c'est plus agréable. Non, si on est obligé de venir dans un lieu physique, alors ça complique déjà l'affaire. Mais moi, je peux vous parler de gens qui travaillent dans les grandes banques et qui habitent en Bretagne tout en étant au siège de la Société Générale. Je dis des choses Pour un exemple, j'aurais pu le prendre chez BNP, j'ai des amis un peu partout, ça me permet d'avoir les visions de notre société. Non, mais plus sérieusement, vous avez déjà des gens qui habitent beaucoup plus loin et qui viennent de 3 jours dormir à l'hôtel ou qui peuvent, s'ils ont beaucoup de chance, prendre un pied-à-terre et qui préfèrent, pour l'équilibre de leur vie, ce choix-là. Donc, en termes de QVT, c'est aussi un vrai choix qui est offert à ce moment-là. On fait son choix. On fait son choix, on peut le faire. Alors que quand vous êtes tous les jours, 5 jours sur 5, dans votre agence, là, à Paris-Saint-Lazare, c'est plus compliqué, effectivement, de venir d'Aix-en-Provence tous les jours. Est-ce que là je m'adresse aussi à nos 2 experts, mais est-ce que ces questionnements, aujourd'hui, sont posés aussi dans d'autres secteurs? On le voit bien pour des secteurs avec une forte proportion de cadres, avec une forte dimension aussi de travail intellectuel, etc. Est-ce que vous notez également ce type de réflexion dans d'autres secteurs économiques que simplement la banque? Oui, clairement. Il y a eu des annonces de presse dans le secteur automobile, par exemple, qui fait peser évidemment un certain nombre de doutes sur qui qui pensera la voiture et qui pensera les fonctionnalités de voiture effectivement demain. Et plus globalement, au-delà des secteurs, la vraie nouveauté, c'est que ces externalisations précédemment ne concernaient pas trop les métiers dits de la connaissance, ne concernaient pas trop les cols blancs, ne concernaient pas trop les métiers à plus forte valeur ajoutée. Et c'est d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de regarder les phénomènes sociaux comme des choses, c'est d'ailleurs un des vrais risques de l'extension du télétravail à trop forte dose, c'est que ces métiers-là, dits plutôt de la connaissance et pour l'instant plutôt protégés, plutôt localisés dans les économies effectivement fortement développées, pourraient fuiter, pourraient s'en aller effectivement dans d'autres types de pays. Donc, encore une fois, il y a une question d'encadrement. Certains de nos clients posent aussi des conditions au déploiement de ce type de modèle organisationnel, prennent des engagements sur l'emploi ou autre. Après,
Ça, c'est des engagements court terme. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces engagements-là, évidemment, sauteront. Donc c'est clairement un vrai sujet d'inquiétude, et c'est ce qui est corroboré dans votre enquête, et dans, je pense, Marie, vous avez le même son de cloche. Oui, et ça renvoie aussi notamment à la question qui avait été posée sur le positionnement des organisations syndicales. Concrètement, sur les organisations syndicales, certaines vont plus sur les questions conditions de travail, avec des questionnements autour de l'indemnité, des équipements, des moyens offerts aux collaborateurs, et d'autres élargissent aussi pour avoir une vision un petit peu plus systémique, notamment en lien avec les questions d'égalité professionnelle, de prévention des RPS, de politique managériale et aussi de stratégie d'entreprise. Parce qu'à un moment, oui, c'est une question qui va peut-être se poser, elle ne se pose pas aujourd'hui, mais qui se posera peut-être dans quelques années. Oui. Alors, on voit que finalement, à ce type de réflexion, il y a une réponse que vous donnez tous, me semble-t-il, mais vous réagirez si je me trompe. C'est la parade, c'est surtout pas de télétravail à 100%. Sur aucun métier, en réalité. C'est ce que je comprends, si on veut éviter les délocalisations. Je dis ça parce qu'il y a une question, une nouvelle question qui vient d'arriver, si vous voulez bien nous la lire, et qui va, je pense, aller au bout de ce sujet-là, mais Oui. allons-y. Alors, comment encadrer le télétravail pour ne pas aboutir à une concurrence déloyale des pays moins-disants sociaux? Alors, dans cette question, il y a un mot-clé, c'est encadrer. Tout à fait. Semble. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une solution ou pas? Donc, je ne sais pas. Alors, l'encadrement, souvent, c'est du ressort de la décision politique. C'est pour ça que tous nos regards. Je suis désolé. Le premier sujet, c'est que tout ce dont on parle là est quand même lié au contrat de travail. Car dans votre contrat de travail, vous devez préciser votre lieu du travail. C'est essentiel. Et donc, le télétravail. Donc, on a bien un premier sujet qui est les niveaux de négociation individuelle, certes, mais aussi négociation de branche. J'y tiens particulièrement car je ne crois pas. D'entreprise. Et où d'entreprise. Comme là, on est dans un truc bancaire. Moi, j'ose parler de la branche. Mais on peut, je pense que. N'hésitons pas à parler des entreprises. Non, mais je pense que la branche peut avoir un sens parfois. Parce que, entreprise par entreprise, effectivement, vous pouvez, suivant votre histoire, votre développement à l'international, avoir intérêt à être plus à l'étranger pour telle ou telle raison. Donc, si on veut avoir un secteur organisé, alors c'est bien une négociation de branche, pour moi. On peut avoir d'autres avis. Je ne dis pas que j'ai raison là-dessus. C'est un avis. Donc, là-dessus, restons assez modestes. Peut-être, oui, sur vraiment la question de si on va en télétravail continu, si on ne va pas en télétravail continu, on n'aura pas de délocalisation. Concrètement, si on va en télétravail continu parce qu'on a peur des délocalisations, ce ne sera pas un frein aux délocalisations. Ça, c'est évident. En revanche, si on ne va pas en télétravail continu parce qu'on offre des services sur le territoire qui nécessitent une proximité ou qui apportent quelque chose à la relation client, là, on n'ira pas vers la délocalisation. Mais ce n'est pas l'outil du télétravail en tant que tel qui va entraîner la délocalisation, c'est les services qu'on offre. Alors, peut-être dans l'ordre, Marie Langlade, et puis ensuite... Je partage totalement cet avis-là. La réflexion, elle ne s'organise pas dans ces termes-là, c'est-à-dire que de quoi l'entreprise a besoin, c'est avant tout ça. Et donc, de cette réflexion-là découle le mode d'organisation qu'on met derrière. Mais c'est pas je ne délocalise pas, et donc pour ne pas délocaliser, je mets une partie de mes collaborateurs sur site et l'autre partie du temps de la semaine à distance. C'est pas dans ces termes-là que la réflexion s'organise. Et c'est un groupe à la fois international et de proximité qui le dit. Oui, Frédéric Guyonnet, vous vouliez rebondir aussi? Concernant la relation à la clientèle, il y a quelque chose d'important parce qu'on colle aussi aux besoins et à la consommation de la clientèle par rapport au secteur bancaire. Et on pensait à un moment donné que les banques en ligne allaient tout ravager sur leur secteur, etc. Ce n'est pas le cas. En 2019, pour la première fois, à part Boursorama, les banques traditionnelles ont regagné des clients sur les banques en ligne. Pourquoi? Parce que les clients, pour 3 moments de la vie, ont besoin de voir en physique leur conseiller de clientèle. Et ça, c'est latino. C'est pour l'achat de la résidence principale, qui est souvent l'achat d'une vie. Et pour ça, on ne le fait pas à distance, on le fait en présentiel, en tête-à-tête, avec son conseiller. Il y a le moment de la séparation, du divorce, où là, il y a l'affect qui rentre aussi en jeu,
Et là, on n'a pas envie de traiter ces problèmes-là au téléphone. Et enfin, c'est au moment d'une succession ou d'un décès dans la famille. Et là aussi, il y a encore l'affect qui rentre en jeu. Et on a besoin de traiter ces problématiques-là en présentiel avec son conseiller de clientèle. Donc, je dis qu'il y a quand même un avenir de la banque traditionnelle en présentiel. Mais d'ailleurs, on arrive proche de la fin, on m'a fait un signe. C'est peut-être une conclusion que l'on peut retenir tous ensemble. Hein. L'avenir, en fait, si je comprends bien, et vous allez me donner votre phrase, hein, mais c'est, me semble-t-il, cet équilibre hein, entre distanciel, présentiel, proximité, voilà, c'est cet équilibre-là. Alors moi, voilà, comme je l'ai fait pour la première table ronde, je vais vous demander de résumer en une phrase, si vous voulez bien, cette question du sens. Donc, loin des yeux, proche du cœur, oui, d'accord, oui, mais comment et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en une phrase, en termes de sens au travail? Alors, on commence par qui? Par Clément, peut-être Pas de chance, Clément. En une phrase de conclusion non, mais pour résumer un peu... Deux phrases, si vous voulez. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais modèle. La question, c'est simplement la question du curseur, adapté par rapport à l'activité et adapté par rapport à ce qui fait sens pour les salariés et pour l'employeur. Et donc, ni jeter aux orties ceux qui veulent rester dans des formats présentiels, 100% ou très très majoritaire, et il y en aura, ni jeter aux orties ceux qui demain vont expérimenter de nouvelles modalités de travail, que ce soit dans le secteur bancaire ou que ce soit ailleurs. Très bien. Donc moi, Frédéric? Le télétravail, oui, parce que c'est le sens de l'histoire. Par contre, ne tuons pas notre lien sociétal avec l'entreprise et gardons du présentiel. Y compris avec le client, donc j'ai bien compris. Je suis embêtée parce que le sens de l'histoire, je l'ai trouvé très bien. Donc non, pour moi, en fait, clairement, le télétravail fait sens. Ça répond aux attentes des collaborateurs. C'est un mode d'organisation du travail qui est pérenne, qui est viable. Ça doit juste un peu plus être accroché à la stratégie de l'entreprise pour vraiment que ça devienne pérenne et équilibré dans le modèle actuel. C'est ça. Alors, Jérôme Bacher, vous me disiez en préparation, quand on s'est parlé, vous avez dit mais il ne faut pas que le télétravail devienne le nouveau stakhanovisme. C'était ça, à peu près. C'est ça, le nouveau stakhanovisme ou le nouveau fordisme. Non, il faut avoir quelque chose d'équilibré. Moi, je pense qu'effectivement, la confiance, le soutien, extrêmement important, le soutien. Et derrière, ça permet d'avoir un nouvel affectio societatis et surtout un nouvel affectio humanis qui, lui, est souvent oublié dans cette histoire. Marie Langlais. Je dirais que dans le tour de table qui a été fait, le sujet du lien social revient beaucoup et je pense que c'est assez central, en fait. Si on veut préserver de l'attachement, hein, c'est là l'affectio societatis, si on veut conserver de l'attachement à l'entreprise, de la fidélité aussi de la part de nos collaborateurs, il faut vraiment construire et travailler sur ce lien social. Et pour moi, encore une fois, on ne le crée pas par la distance, on le crée aussi, on le crée avant tout par une culture d'entreprise, et cette culture d'entreprise, on la transmet aussi par une partie de présentiel. Et alors, et merci pour chacun vos phrases, on va les lister comme ça, et puis je pense qu'on aura un ensemble assez cohérent. Juste un mot, il y a eu le mot disponibilité qui a été dit tout à l'heure, et que j'avais juste envie de redire là, dans ce tour de table, parce qu'avec la confiance, la disponibilité, je crois que c'est vous, Marie Langlade, qui l'avez cité, mais tout le monde, je crois, était d'accord, c'est important, être, si j'ai bien compris, disponible pour ses collaborateurs, être disponible pour les managers, le manager pour les collaborateurs, être disponible, vous l'avez dit, pour les clients. Et donc cette question-là, dans le contexte que nous connaissons, ce mot me semble également très important. Voilà, je voulais le souligner. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je pense qu'on est arrivé à terme. On est à peu près
Oui, nous sommes pile à l'heure. Je voulais aussi remercier donc évidemment toutes les personnes qui ont suivi ces 2 tables rondes. Vous pourrez le retrouver en téléchargement sur l'extranet donc de l'AFB. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je rappelle le prochain rendez-vous, parmi les prochains rendez-vous, celui de l'Observatoire des métiers, qui viendra explorer plus avant encore des aspects qui ont été évoqués en partie aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément été absolument approfondis parce que ce n'était pas l'angle, mais notamment toute la question qui se pose au management dans ce nouveau contexte. Et management est bien au-delà, bien sûr. Donc ça, ce sera le 10 décembre. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.